j'ai toujours des valeurs que je vais garder toute ma vie, je ne changerai pas. Et je veux être entourée de gens qui sont sincères. Il faut que les gens sachent que l'entrepreneuriat, ce n'est pas pour tout le monde. Et ce n'est pas parce qu'on n'a pas de travail qu'on va aller faire l'entrepreneuriat et penser qu'on doit réussir. Je ne vis pas de rêve, je suis dans la réalité. Titulaire d'un MBA en finance de l'Université de la Californie Riverside, cofondatrice de Brightmore Capital au Sénégal depuis janvier 2018, elle démarre sa carrière à la Société financière internationale sur les processus internes de gestion des risques opérationnels pour cette structure de la Banque mondiale. Elle a ensuite regagné le bureau central de la SFI, Afrique de l'Ouest francophone, pour gérer des projets du portefeuille et établir des relations avec les clients dans le secteur bancaire. Elle passe ainsi 8 ans à la Banque mondiale. Conseillère spéciale pour un programme d'entrepreneuriat agricole lancé par le gouvernement du Sénégal en 2014 et 2016, elle a été aussi productrice et transformatrice de piment. Ancienne manager de Black Pearl Finance ex-BMCE Capital West Africa, ancienne analyste senior pour l'agence de notation financière West Africa Rating Agency, elle est aussi membre du conseil d'administration de Vilgro Africa. Elle a été la présidente du comité d'investissement de la Fondation Mastercard pour le programme de résilience post-Covid-19 pour les PME au Sénégal. Elle est également la fondatrice du cabinet West Plus. Ndeye Thiaw est une experte des finances reconnue, passionnée, engagée pour le développement du secteur privé en Afrique. Ndeye, bienvenue dans Conversation féminine. Bonjour Zoubida, merci. Oui. Je suis ravie d'être là. Tout le plaisir est pour moi. Voilà. Alors, déjà, je vais vérifier si ce que je t'ai dit, c'était correct ou pas. Je suis même choquée parce que c'est exactement ça. Si je devais résumer mon parcours professionnel, oui, je dirais que c'est ça. Je suis... ça me choque quand tu étais en train de parler. Oui. Je me suis dit, c'est exactement à peu près ce que j'ai fait. Oui. Exact. Ouais. Je ne suis pas un peu fière des bios parce que je considère aussi que c'est ce que nous apportons nous-mêmes en termes de touche, de prendre le temps d'aller chercher qui est chacune de nos invités réellement avant de se mettre en face d'elle et de pouvoir démarrer une conversation. Donc, je suis fière. Oui. Par contre, je ne vais pas être fière seule. Ça, c'est le travail de Salimata, cette fois-ci, de toute l'équipe qui est à l'assistance aujourd'hui. Et c'est elle qui a préparé la bio. Oui. D'accord. Bravo à Salimata. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Ndeye. En préparant cet épisode, j'ai été confrontée quand même à une grande difficulté. Ça fait des mois que nous sommes en discussion par rapport à ça. On connaît le personnage public. Et je crois que ça, c'est le point commun de toutes les femmes. On connaît le personnage public, mais c'est tout ce qu'on sait. Absolument. Comment ça se fait? Je pense que peut-être qu'on a toujours peur de montrer un peu notre vie privée, de parler de notre vie privée en tant que femme, en tant que femme africaine et surtout en tant que femme dans le monde de la finance. Parce que comme vous devez le savoir, le monde de la finance est un monde d'hommes. Que ce soit en Afrique, en Europe, en Amérique, en Asie, c'est toujours un monde d'hommes. Et que nous, les femmes, on se bat pour se faire une place dans ce monde. Donc, ce qui fait que, puisque nos vies privées comportent parfois des éléments que nous ne contrôlons pas, et que, donc, on peut être jugé pour certains de nos choix, pour certaines des choses qui ont été faites dans nos vies privées, on préfère ne pas en parler. Voilà. Mais je pense que c'est pas sciemment fait, c'est juste que les gens, en général, parlent peu de leur vie privée dans le monde professionnel, les femmes surtout. Mais je pense que ce n'est pas aussi une bonne chose. Je me rappelle une fois, j'ai fait une conférence à l'ISM. Malheureusement, je n'ai plus la vidéo. Et la personne qui l'avait faite a perdu la vidéo, mais c'était une conférence vraiment très bien parce qu'ils avaient regroupé beaucoup d'élèves qui étaient en dernière année d'école de commerce et dans leur amphithéâtre, et je leur ai parlé pendant 1 heure de temps. Et il y avait beaucoup de jeunes filles et je leur ai donné beaucoup de conseils. Elles m'ont posé beaucoup de questions. Elles étaient vraiment candides dans la conversation. En fait, c'était comme une conversation que j'ai eue avec elles. Elles ont vraiment apprécié. Personne n'est sorti de la salle. Pendant 1 heure de temps, tout le monde était là et je leur ai parlé de beaucoup de choses. Donc, je pense que c'est bien de le faire et d'avoir des plateformes aussi qui nous permettent de parler de nous en tant que personnes, en tant que femmes.
en tant qu'entrepreneur, pour montrer aussi que c'est pas toujours... Oui, cette bio, c'est joli, mais dans ce chemin-là, comme un ami dit, il y a beaucoup de cailloux. Oui. Oui, et d'ailleurs, on va parler de ça, parce que c'est ça l'idée, c'est de pouvoir parler des choses que nous ne partageons pas souvent. Oui. Parce que si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un vécu, il y a un parcours. Absolument. Et du coup, ça me fait... Tu viens d'où? Oui. Moi, je viens de Dakar. Oui. Voilà, je suis née, j'ai grandi à Dakar. Oui, donc je suis une vraie Dakaroise. Mais j'ai un côté je dirais un peu, je dirais pas villageoise, parce que villageoise, c'est devenu un terme péjoratif, mais je dirais que je suis très attachée au monde rural sénégalais. Et ça se traduit même dans mon travail. Et pourquoi cela? Parce que mon père, bien qu'il soit venu à Dakar très jeune et qu'il a fait toute sa vie professionnelle ici, dans le monde des assurances, il a toujours tenu à ce qu'on soit proche de sa famille, qui vit en grande partie toujours à Thiès, à 8 km de la ville, de la capitale, et qui est toujours resté quand même un monde assez rural, même si aujourd'hui il y a des aménités, il y a le courant, l'électricité, les routes, l'Internet, mais ça a toujours cette ambiance de monde rural. Et donc, depuis qu'on est petit, mon père tenait à nous amener là-bas les week-ends, les grandes vacances, on y allait aussi parfois. Et j'ai gardé cette relation avec mes parents qui sont restés là-bas. Et je ne pense pas que quand je suis à Dakar, je ne reste pas 2 semaines sans aller là-bas. Et aujourd'hui, je travaille là-bas avec les coopératives de femmes, avec qui je fais beaucoup de choses. Depuis 2015, je suis très active là-bas avec les femmes que j'accompagne sous plusieurs formes. Je l'ai fait pendant plusieurs années sous forme de fonds propres. Je leur donnais de l'argent qu'elles utilisaient pour faire des activités d'agriculture, de transformation. Mais aujourd'hui, on est en train de formaliser cela pour faire quelque chose de plus pérenne. Mais effectivement, donc ça, c'est ce côté de moi que beaucoup de gens du monde de la finance ne connaissent pas. Et ça me donne cette humilité qu'aujourd'hui, je peux être à Cape Town dans une conférence, être dans un panel, parler là-bas. Et quand je reviens à Dakar, je vais toujours au village à Thiès et je suis avec ces femmes. Donc ça me donne toujours ça me donne... Ça te rééquilibre. Voilà, ça me rééquilibre. Ouais. Voilà, ça me fait voir que, OK, tu peux avoir tout ça, mais tu vois ces femmes qui n'ont pas beaucoup, mais qui se battent tous les jours pour garder leur dignité et pour s'occuper de leurs proches. Et pour moi, c'est important de pouvoir aider. J'aimerais aussi beaucoup plus aider ici à Dakar. Je pense que je ne le fais pas assez pour la jeune génération. Mais bon, c'est quelque chose sur lequel je pense comment le faire beaucoup plus parler avec les jeunes femmes ou hommes. Donc ça, c'est Ndeye, j'ai grandi à Dakar. Et pour retourner à cela, j'ai grandi à Dakar. J'ai fait mon lycée ici au Mariste, tout mon cursus là-bas. Après mon cursus, je suis allée aux États-Unis. Et c'est en 2008 que j'ai décidé de retourner. Oui, voilà, de revenir à Dakar? Oui, en 2008. Oui. En ce temps-là, tout le monde me disait que j'étais folle. Mais oui. Pourquoi tu veux revenir? Tu es à la Banque mondiale, tu travailles là-bas, tout le monde veut être à la Banque mondiale. Et toi, tu quittes ça pour venir en Afrique. Qu'est-ce que tu fais? Tu es folle. Oui, mais je me suis dit que oui, c'est bien de travailler à la Banque mondiale. J'avais une belle vie et tout. Oui. Mais je me suis dit que peut-être que je devrais revenir et que si je ne reviens pas maintenant, je sais que je ne pourrai pas revenir de sitôt. Parce que j'avais une vie trop confortable pour quitter et que j'avais toujours cette envie de pouvoir revenir, de faire des choses ici. J'avoue que ça n'a pas été facile. J'imagine. Absolument pas. Absolument pas. Oui. Voilà. Surtout, j'ai fait 4 années après quand je suis revenue ici à Dakar où j'ai toujours travaillé pour la Banque mondiale. Oui. Mais après, j'ai quitté. Et quand j'ai quitté, que je suis rentrée dans le vrai monde. Bienvenue à Dakar. Oui. Parce que quand je quittais Dakar, j'étais jeune. Oui. Voilà, j'ai eu mon bac à 16 ans, je suis allée aux États-Unis, donc je ne connaissais pas vraiment Dakar. Et je suis revenue là, je suis une jeune femme. Mais tu es devenue adulte ailleurs. Voilà, je suis devenue adulte ailleurs et je suis revenue à Dakar maintenant. Je ne suis plus dans ce cocon des institutions de développement que j'ai quitté complètement et je me suis lancée dans le vrai Sénégal. Oui. Dakar, entrepreneuriat, les Bawol. J'ai fait
beaucoup de choses. Mais ça m'a permis aussi de me forger, de me faire mon propre réseau. Oui, c'est important. Et ça, c'est important de le dire parce que beaucoup de gens, quand ils reviennent, le plus dur, c'est qu'ils n'ont plus de réseau. Parce que si vous n'avez pas fait vos études ici, par exemple, et que vous revenez dans le cadre professionnel, vous êtes perdu. Complètement. Parce que vous n'avez aucun de vos camarades qui s'est inséré, vous n'en connaissez donc, aucun. Vous n'avez aucun contact. Et moi, donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis immersée dans le monde entrepreneurial et aussi, je dirais, et dans le monde du conseil. Le monde entrepreneurial sénégalais, je suis en train de rire. C'est bon, je vais rester politiquement correcte. Oui. Ouais, il faut avoir le cœur dur. Oui. C'est pas facile. J'imagine. Non, du tout. Mais bon, je ne regrette pas cette partie de ma vie. Je pense que ça m'a beaucoup appris, ça m'a forgé, cela m'a rendu, je pense même un peu dur quand même, parce que je suis un peu moins innocente. Que je pense que de nature, je suis naïve. Je suis très naïve, mais en étant dans ce monde de l'entrepreneuriat, j'ai vu que voilà, les coups bas qui viennent, les coups bas hauts, tout, voilà. Et à un moment, je pense que quand on est intelligent, on peut voir que, par exemple, telle chose ou telle personne qui t'approche, tu peux connaître. Tu reconnais les schémas. Voilà. Exactement. Ouais. Mais ce chemin est parsemé de cailloux quand même. Beaucoup de cailloux. J'imagine. Ouais. Et tu es une femme, tu es dans la finance, tu quittes, on va dire, le monde des institutions internationales, tu te lances dans l'entrepreneuriat. Comment tu fais pour t'en sortir au final? Parce que je pense que le nombre de fois où tu as dû te retrouver par terre, je pense pas beaucoup de fois. Ouais. Et j'ai perdu beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Et combien d'amis aussi en route? Beaucoup d'amis. J'ai perdu beaucoup d'amis. J'ai perdu beaucoup de la famille? Oui. Qui ne comprenaient pas pourquoi tu as choisi ce chemin parsemé d'embûches, pourquoi ne pas rester dans ton cocon. Voilà, c'est plus prestigieux de dire que je travaille à la Banque mondiale que de dire que je suis dans le piment. Dans mes baïkani. Merci, je me sens moins seule. Quand on me dit qu'est-ce que tu fais dans la vie, je fais des podcasts. Ouais. Et en fait, j'ai un ami qui, en ce temps-là, quand j'ai quitté le monde là, parce que avec lui, j'ai travaillé en fait sur un gros dossier quand j'étais à la Banque mondiale, qui a même réussi après cela. C'était une belle opération qui s'est passée ici au Sénégal avec une nation de la place. Et il m'a appelé pour me féliciter. Il me dit, mais il paraît que tu n'es plus là-bas, tu es où? Je lui ai dit, je fais du paiement. Il m'a dit, quoi? Je lui ai dit, oui. Il m'a dit, mais il faut que je vienne te voir, tu n'es pas sérieuse. J'ai dit, si. Et puis, il est venu me voir dans mon champ. Il m'a dit, mais vraiment, toi, tu es brave, hein? Tu as quitté tout ça là pour venir ici. J'ai dit, oui, je veux faire de l'entrepreneuriat, je veux être dans l'agribusiness. Je veux faire bouger les lignes dans ce monde-là parce que je pense que, voilà, avant même qu'aujourd'hui qu'on ne parle de souveraineté alimentaire, il n'y avait pas ces mots-là avant, mais je suis convaincue qu'on doit plus être en contrôle de ce qu'on mange et comment c'est transformé et qu'il faut qu'on ne peut pas arrêter, mais quand même qu'on puisse avoir une partie de ce qu'on consomme produit localement. Et c'est la seule manière de pouvoir réellement créer de la richesse dans le long terme. Tous les pays l'ont fait. Il n'y a pas une autre solution. Donc, il faut que l'on transforme localement ce que nous mangeons. Je suis convaincue de cela. Donc, je suis dans ça. Depuis, ça, c'est toujours un chemin très dur parce que quand tu te lances dedans, c'est là où tu te rends compte que, en fait, autour de moi, personne ne le fait. Personne. Tous les industriels à 90% au Sénégal sont des étrangers. Ou bien c'est une minorité. Voilà. Donc je ne veux pas dire de nom, mais voilà, c'est une grosse minorité d'une frange de la population qui domine ce secteur. Exact. Et voilà, on est tous à la merci de cette minorité. L'autre jour, j'étais en train d'acheter du matériel de plomberie. Et là, je suis en train de faire le devis et le monsieur qui est en face de moi me dit mais ça c'est trop cher et tout, je me plains. Il me dit mais tu sais que c'est 2 ou 3 compagnies là qui déterminent le prix sur le marché. Sans eux, voilà, on ne peut rien faire. Et c'est eux. C'est pas que ce produit est cher à l'étranger, ce n'est pas cher, même avec la douane et autres ça peut être moins cher, mais c'est eux qui déterminent leur marge. Donc on n'y peut rien. Je sais que dans d'autres secteurs aussi c'est comme ça. Donc aujourd'hui
la nourriture, pour moi, c'est trop important pour qu'on ne rentre pas dedans et qu'on puisse aussi, nous, en tant que Sénégalais, produire, créer de la richesse autour de ça. Voilà. Exact. C'est en effet super important parce que quand on délègue cette partie-là à autrui, on se retrouve dans des situations où on n'a aucune maîtrise sur nos prix, sur la production du marché, etc. En ce moment, le kilo d'oignon, tout le monde en parle. Oui. Non, mais c'est compliqué. Hein. Très sincèrement, c'est compliqué. Et pour faire le lien, ça renforce la paupérisation. Ça renforce la paupérisation. Et quand on parle de paupérisation, en réalité, que ce soit dans les ménages ou que ce soit, on parle de celle des femmes. Parce que c'est elles qui reçoivent le choc en premier et qui doivent voir comment le résorber. Oui. Avant de le faire passer. Oui. Et ça me touche quand tu parles justement de l'appui que tu apportes aux femmes et comment tu accompagnes les femmes de ton village. Pourquoi le piment? Pourquoi aller cultiver? Je comprends, aller cultiver. Pourquoi le piment en particulier? Pourquoi pas l'oignon? Parce que 1500 c'est cher. C'était pour faire ce lien-là. Kilo 1300 millions, pourquoi le piment en particulier? Bon, en ce temps-là, le piment, c'était parce que d'abord, c'était plus facile à conserver. C'est-à-dire le produit transformé, le piment est plus facile à conserver. Il peut se transformer sans le froid. Oh, ok, je ne savais pas ça. Si. J'avais même fait faire des échantillons avec l'ITEA qui ont duré 2 ans sans se gâter. Donc, c'était d'abord la première des choses parce que quand tu te lances dans la transformation alimentaire, une des choses que tu dois d'abord régler, c'est si le produit est périssable et que ça doit rester dans la chaîne de froid, c'est compliqué. Oui. Parce que comme vous le savez ici, il y a l'électricité qui coûte extrêmement cher. Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on se lance dans cela, on te dit toujours d'aller vers les produits qui sont peu périssables ou non périssables pour un début jusqu'à ce que tu comprennes comment fonctionne ce secteur et après tu peux aller vers d'autres choses. Ok. Voilà, périssables. Donc pour moi c'était ça, hein, c'était la première raison. Mais j'ai vite déchanté. Pourquoi? Parce que en fait, en entrant dans le piment, je me suis rendu compte que le piment en fait était en majorité n'était pas produit ici. Le piment que l'on utilisait venait du Mali. D'accord. Oui, et de la Guinée. Et qu'on ne produisait pas assez de piment ici et que même les industriels qui faisaient du piment importaient du piment en poudre. Oui. Ok. Si. Mais cette histoire de flamber des prix, que le piment, c'est beaucoup d'argent, etc., ça peut monter jusqu'au kilo 6 000 francs, il n'y en a même pas assez. Non, il n'y en a pas assez. Moi, j'avais des revendeurs au marché Castor, au marché Carmel. Je me rappelle en ce temps-là, et ils t'appelaient, ils te mettaient même la pression pour leur vendre parce que la demande était beaucoup plus forte que ce que le marché produisait. Voilà, donc mais j'ai vite déchanté parce que l'approvisionnement posait problème. Des graines? Oui, de la matière première, oui, effectivement. Mais bon, c'est toujours un projet que j'aimerais faire, hein, la transformation réelle du piment. Parce que moi, d'abord, j'adore le piment. Et puis, il y a une demande, il y a une grosse demande pour le piment. J'aime aussi beaucoup le piment. Ouais. Et dans cette conversation, les habitués savent que je saute du coq à l'âne tout le temps. Et je vais retourner au choix de la finance en termes d'études, en termes de parcours, etc. Ouais. Comment tu en es arrivée à la finance? Est-ce que c'était déterminé à la base? Oui, c'est mon père qui a voulu que je fasse la finance. Moi, j'étais une vraie littéraire. Je pense que j'aurais pu faire la série A. Vous vous rappelez, en ce temps-là, c'était A, B, C, D. Oui, exactement. Et A, c'était la série littéraire. Et j'aimais beaucoup lire, j'aimais beaucoup écrire parce que j'étais la seule fille dans la maison en ce temps-là, entourée de garçons. Tu as que des frères? Ok. Oui, mais j'ai une sœur, la dernière. Maintenant, ok, voilà, d'accord. Mais il y a une différence d'âge entre nous. Voilà, je suis plus âgée qu'elle de 15 ans. Quand même. Oui. Donc c'est vraiment une grosse différence. Mais en ce temps-là, quand j'étais encore très petite, j'avais que des frères. Et donc, avec mes frères, mon père n'aimait pas que je sorte. Et donc, les grandes vacances, il me disait, va à la librairie, achète des livres. Donc, j'achetais beaucoup de livres et je passais mon temps à lire. Comme je ne pouvais pas sortir ni aller nulle part, je restais à la maison à lire. Ce qui fait que j'ai eu cet amour pour la lecture, mais aussi pour l'écriture. J'écrivais beaucoup. J'écrivais des petits romans. Beaucoup. Je pense que j'aurais pu être une écrivaine. Mais quand j'écrivais, ma maman était une institutrice. Mais elle ne comprenait pas. Elle venait me dire, qu'est-ce que tu écris? Elle lisait...
Qu'est-ce que tu es en train de faire? Ouais. Pourquoi tu passes ton temps à écrire? Entre midi et 2 même, je passais mon temps à écrire. J'écrivais 5 pages rapidement. Et puis, je vais à l'école avec. Et j'avais une amie qui était, entre guillemets, mon éditrice. Oui. Donc, quand je faisais 5 pages, je lui donne. C'était elle qui faisait l'édition. Et j'ai toujours ces livres, ces cahiers-là. Oui, j'ai beaucoup de cahiers de 100 pages où j'écrivais avec des personnages et tout. J'écrivais des livres. Oui, mais que j'ai jamais publié ni rien. Tu me ramènes loin. Je n'ai plus mes cahiers. Je ne les ai plus. Non, moi, je les ai. J'ai voyagé avec aux États-Unis. Je suis revenue avec... Partout où je Scan-les, garde-les. Scan-les, garde-les. Oui, c'est trop, c'est trop important. Absolument. C'est trop important d'avoir cette mémoire-là. Parce que avoir 40 ans, plus de 40 ans, et de se relire à 15 ans, de voir la version de toi que tu étais à 15 ans, c'est quelque chose. Je dois le faire. Parce qu'il y a toujours les écritures, les cahiers ne se sont pas gâtés. Exactement. Et je pense que nous, toutes, en tant que femmes, on a des choses à aller rechercher dans notre avant. Oui. Et qui permettent des fois de comprendre ce que nous sommes aujourd'hui. Alors que tu as ça, moi je n'ai plus aucune de ces notes, ni même mes carnets de notes quand j'avais 10, 11, 12 ans, je n'ai plus ça. Par contre, j'ai tous mes cahiers avec toutes mes notes de l'école, etc. Ma mère, elle est championne de conserver des notes de devoir et de composition. Mais je n'ai plus mes cahiers où je prenais mes propres notes et que je développais des histoires. Je n'ai plus ça. Oh, c'est dommage. Wow. Ah, tu me ramènes super loin. C'est trop bien. Donc, j'aurais pu être une écrivaine. Mais voilà, mon père a dit non, il faut faire la finance, c'est mieux. Donc, quand il fallait m'orienter, il m'a dit non, puisque tu as de bonnes notes en maths et en physique, pourquoi tu vas aller faire série littéraire? Va faire série C. J'ai fait série C. Je suis l'aînée de la famille. Donc, j'ai écouté mon père et je suis allée faire la finance. Donc, c'est comme ça que je me suis retrouvée dans la finance, que j'aime beaucoup. Par contre, j'aime beaucoup la finance. Je ne pense pas que j'aurais réussi à faire finance, moi, je suis... Mais je suis contente de savoir que tu aimes, parce qu'il arrive des fois que la place qu'on nous désigne ne soit pas celle que nous voulons occuper. Et du coup, on se retrouve, on va dire, écartelé entre la place qu'on nous a désignée et celle qu'on souhaiterait occuper. Donc, je pense que la naïveté que j'ai eue quand même dans ma carrière est en partie due au fait que je suis à la base, je pense, une littéraire. Et ça reste en moi. Voilà, cette naïveté, cette candeur. Et vous savez que le monde de la finance, c'est pas... Mais pourquoi tu te traites de naïve? Parce que je pense pas que réellement, si tu étais vraiment, vraiment naïve, tu en serais là aujourd'hui. Pourquoi tu penses que tu es naïve? Pourquoi tu te définis comme ça? Je pense que je suis naïve dans le sens où je prends toujours les gens à leur valeur. Au début de toutes mes relations, que ce soit personnelles ou professionnelles, ce que je vois, c'est comme ça que je te prends. Oh, exact. Voilà, je n'essaie pas de voir. Et même si, par exemple, aujourd'hui, on vient de se rencontrer, mais si, avant de venir ici, on m'avait dit, Zoubida, fais attention, elle est comme ça, elle est comme ça. Je mets ça de côté, je vais regarder Zoubida, je vais dire, Zoubida, elle a une belle énergie, j'aime bien son énergie, parce que moi, je crois beaucoup en l'énergie des gens. Je dis, elle dégage de bonnes ondes. Je ne crois pas en ce que tu dis. Est-ce que tu es sûre? Ou peut-être que... Voilà, je laisse. Peut-être que Zoubida, elle est comme ça, ce qu'on m'a dit, mais je ne vais pas y croire. Voilà. Jusqu'à ce que Zoubida me montre que réellement, elle est comme ça. Alors là, je switch complètement. Je vois. Voilà. Et je pense que ça, c'est une chose que c'est pourquoi je dis un peu que je suis naïve, parce que parfois, c'est bien avéré, mais je n'y crois pas dans les relations avec les gens. Pourquoi je dis aussi que je suis naïve? Parfois, des gens vont te mal intentionnés, vont faire des choses et tu te rends compte que oui, c'est mal intentionné, mais ça n'empêche pas que je vais continuer ma relation avec la personne. Je comprends. Parce que je dis, c'est une parente ou bien c'est un parent, c'est un ami. Maintenant, je le fais moins par contre parce que je me suis blessée beaucoup trop de fois. Voilà, là, il faut avoir une petite barrière maintenant. Voilà. Et que les gens, je pense que malheureusement, on est devenu très matérialistique dans nos relations. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens mettent toujours le matériel en avant dans la relation. Qu'est-ce qu'elle m'apporte? Qu'est-ce que je lui apporte? Pourquoi je vais aller vers elle? Pourquoi je vais être proche avec elle? C'est toujours trop Qu'est-ce que calculé. Je gagne? Qu'est-ce que je perds? Voilà, qu'est-ce que je gagne? Qu'est-ce que je perds? Si je suis avec elle, qu'est-ce qu'elle va faire pour moi? Voilà, c'est toujours ce calcul-là qui fait que je pense que ça a biaisé beaucoup de relations. Et moi, ça m'a rendue maintenant parano, à la limite, même très méfiante. Voilà. Alors que moi, à la base, je suis très sociale. J'ai toujours aimé avoir les gens autour de moi, organiser des dîners, des fêtes, toujours, quand j'étais plus
plus jeune. Maintenant, j'en fais presque plus. Tu ne reçois plus personne chez toi? Les gens qui m'appellent et qui me disent « Mais pourquoi tu ne fais plus tes dîners là? C'était bien. » Je dis « Ah, parce que moi, j'aime les gens qui sont sincères. Ouais. J'aime la sincérité. J'ai toujours des valeurs que je vais garder toute ma vie. Je ne changerai pas. Et je veux être entourée de gens qui sont sincères. Voilà. Quels que soient les défauts, les gens sont différents. Nous tous, on a des défauts. Mais j'aime pas les gens qui calculent trop quand je suis autour d'eux. Je veux pas être proche des gens qui ne sont pas sincères. Ouais. Et donc, quand on est comme ça et que je me rends compte de ça, ce qui fait qu'aujourd'hui, bon, parfois, on se sent seul, hein, parce qu'on n'a pas autour de soi... Ouais. Voilà, ce qu'on peut appeler des amis, des machins, on n'a pas beaucoup de personnes. Voilà. Effectivement. Par contre, il faut aussi oser le dire. Oser dire aux gens que je coupe les ponts. Oui. Je fais ça aussi. Ouais. Je fais ça de plus en plus. Oui. Je ne sais pas si c'est lié au choix de vie que nous avons fait, d'entreprendre, d'aller plus loin. Je ne sais pas. Oui, c'est possible. Hein, parce que sérieusement, je me pose. Oui, c'est l'entrepreneuriat. Je pense que c'est l'entrepreneuriat. Parce que quand je travaillais, je pense que tu es un peu plus détaché. Et même si tu sais que voilà, telle ou telle personne n'est pas sincère et que vous ne partagez pas les mêmes valeurs, à la limite, tu t'en fous un peu parce que tu te dis, c'est le travail. Tu travailles, tu es salarié et puis c'est tout. Et basta. Je vois. Mais quand c'est l'entrepreneuriat est plus personnel. Voilà, on est beaucoup plus proche, même avec les gens avec qui on travaille. Ça devient une relation un peu plus intime, un peu plus proche. Et donc, quand ces gens-là, dans le monde professionnel, vous font des coups bas, ou salissent votre nom, ou disent des choses de vous, ça tape directement. Voilà, c'est plus... Ça touche plus oui, exactement. Que quand on est, par exemple, dans une organisation et qu'on travaille, quelqu'un vous fait quelque chose, c'est différent. Oui. Voilà. Même si c'est difficile, hein, parce que les institutions de développement, quand même, c'est un peu comme l'entrepreneuriat, sincèrement, parce que c'est des bulles, de grosses bulles, et vous êtes ensemble, vous travaillez ensemble, vos collègues sont comme vos parents, c'est la famille. Parfois, on te poste dans un pays qui n'est pas ton pays et tu te retrouves avec d'autres personnes qui ne sont pas de ce pays, et donc vous créez ce cocon. Et quand vous crêpez le chignon, c'est comme si tu te crêpais le chignon avec un membre de ta famille. Ouais. Voilà. La dernière fois, j'étais au Caire pour une conférence. Je suis restée quelques jours avec une amie qui est une ancienne collègue et on parlait et tout. Et elle est venue une fois, elle était en train de pleurer. Je lui ai dit, ah, mais pourquoi tu pleures? Elle a commencé à me parler d'un dossier là. Je lui ai dit, on dirait que tu es une entrepreneur. Moi, je lui dis, nous, entrepreneurs, là, on passe notre temps à pleurer et à se plaindre entre nous. On a notre petit monde où on se parle entre nous parce qu'on connaît les challenges, les difficultés de ce qu'on fait. Elle m'a dit, je te jure que parfois, j'ai envie de tout lâcher. J'ai dit, mais tu es en train de parler comme une entrepreneur alors qu'elle travaille dans une grosse institution de développement. Donc, c'est à peu près la même chose. C'est très dur. Et tu me permets de parler de cette solitude. Parce que je considère que nous n'en parlons pas suffisamment. Quand on se lance dans ce chemin-là, je ne sais pas pour les hommes comment c'est. Je n'en ai aucune idée. De ma position, moi, en étant une femme, quand on sort des clous, déjà, c'est compliqué. Et on décide de lancer nous-mêmes notre propre entreprise, de pouvoir nous réaliser par nous-mêmes, repartir de rien du tout, hypothéquer des carrières pour pouvoir se lancer dans ça. Cette solitude est horrible. Je ne sais pas comment tu fais. Mais maintenant, je pleure. La vérité, je pleure. Je ne sais même pas ce que je fais. Une fois, j'ai dit à un ami, je suis venue, j'ai commencé à râler, je commence à pleurer. Et puis, il me dit, mais toi, tu n'es pas forte. En général, tu es forte. Pourquoi tu trucs? J'ai dit, laisse-moi pleurer. Toi, quand tu trucs, tu vas prendre, tu vas aller prendre ta bouteille de vin ou truc, tu bois, ou bien tu vas jouer au casino là. Moi, je n'ai aucun de ces vices. Donc, comment je fais? Il dit, il faut que je pleure. Je pleure, laisse-moi tranquille, laisse-moi pleurer et après, voilà, ça va passer. Mais c'est vrai qu'émotionnellement, c'est très prenant. Ce que je fais, je me recroqueville sur moi-même. Malheureusement, c'est ce que je fais. Je me suis sentie longtemps incomprise. J'ai dit, pourquoi ils ne comprennent pas ce que je fais? Je suis sur un chemin très difficile. Mais ce qui me conforte, en fait, c'est que quand je voyage, j'ai, entre guillemets, ce que je dis, un fans club. J'ai des gens
qui me connaissent depuis que j'ai démarré ma carrière. Et la plupart d'entre elles, je les ai connues quand j'étais à la banque. Et c'est resté des amis. Et ces personnes-là, quand je les rencontre quelque part dans le monde, c'est eux qui me redonnent ce truc-là. Voilà. Parce que, c'est des gens qui non seulement t'encouragent, mais qui me disent c'est bien, ça va pas être facile, mais vas-y, et aussi qui m'aident, qui me donnent des conseils, qui m'ouvrent des portes. Voilà, c'est super important. C'est eux qui me donnent ce truc-là. Sinon, je pense que je serais tombée dans mon trou encore. C'est pas facile parce que voilà, déjà ce que je fais, c'est vraiment très très niche. Beaucoup de gens ne comprennent pas et quand ils comprennent, ils disent « Ah, mais tu as de l'argent pour donner, pourquoi tu ne me donnes pas pour ma société ?» et moi, je me sens offensée. Je dis « Mais toi, tu n'es pas sérieux, tu n'as même pas une société. Tu as ton business là, soi-disant, et tu n'es même pas formalisé et tout. » Ils disent « Ah, mais donne-moi, on va travailler. » Non, mais clairement. Voilà. Tu as de l'argent à distribuer, donne-moi. Voilà. Tu as de l'argent à distribuer, pourquoi tu ne me donnes pas? Voilà, des choses de ce genre. Voilà, c'est très dur. Effectivement. Et dans ta réflexion, il y a des gens qui te tiennent la main, des fois, quand c'est sombre. Et je pense que même pour moi, c'est ça qui me fait rire. Parce que des fois, à chaque fois, on se demande par quoi. Alors, il y a moi, à mon sens, il y a plusieurs choses. Il y a ces gens-là qui nous aident. Mais moi, dans ce que je fais, il y a toutes ces personnes-là aussi qui vont t'envoyer des fois un message à des moments où tu t'attends absolument pas. Et qui viennent te dire exactement. Non, mais il y a des moments où je suis down, et je reçois ce message-là de genre telle chose m'a fait telle chose. Et après, pour l'entrepreneur aussi, c'est d'avoir les partenaires qui te font confiance. C'est ça fait la grosse différence. Non, mais ça, c'est juste incroyable quand tu as un partenaire qui te signe, qui dit je crois en ce que tu fais et voilà, c'est important pour nous, on va participer. Et d'ailleurs, dans le cadre de cet épisode-là, justement, cet épisode-là, nous l'avons conçu et réalisé, c'est grâce au soutien de USAID, Entrepreneurship et Investment. Et quand tu as ça, c'est pas les seuls, on a eu la fondation Enrich Ball, etc., qui disent, quand ils mettent leur argent, le message que tu reçois, c'est on croit en ce que tu fais et continuer à avancer. Et ça n'a pas de prix. C'est les deux choses qui m'ont aidée. Et toutes ces personnes-là autour de moi, parce que c'est vrai que j'ai de moins en moins de proches. C'est triste à dire, hein? Oui. Ceux qui vont entendre ça, ceux d'entre eux qui vont entendre ça, je sais qu'ils me diront que c'est moi qui me suis éloignée. C'est peut-être pas faux. Mais le peu que j'ai là autour de moi, ça compte triple. Absolument. Tu te rends compte du pouvoir de ce que j'appelle moi la connexion. Tu dois être connecté avec des gens. Les Américaines, elles disent the tribe, ta tribu. Exact. Nous, on n'a pas encore ce concept. Non. Ta tribu, c'est pas ta famille parfois, c'est pas tes amis. C'est des gens qui comprennent ce que tu vis tous les jours. Certaines personnes ne vont pas comprendre, par exemple, pourquoi je fais quelque chose depuis 4-5 ans où je ne gagne rien. Je dépense de l'argent. Ils te disent, mais c'est quoi ton problème? Pourquoi tu fais ça? Mais tu ne gagnes rien, mais laisse ça, va faire ceci. Demal wuti liggéey. Waaw. Demal wuti liggéey, doo dellu banque mondiale. Exactement. Xanaa yow bëggoo dellu banque mondiale. Wala boo demee duñ la jëlaat. Ouais, non, mais c'est dur. Hein. C'est pas facile. Hein? Non, ça ne l'est pas. Ouais. Ça ne l'est absolument pas. Et puis, on essaie de faire notre chemin, on essaie d'avancer. Et au-delà de ça, on essaie de transmettre parce que c'est quelque chose qui est important pour moi. Et je l'ai vu, il y a une partie de toi où il y a vraiment ce côté-là de pouvoir transmettre aux plus jeunes, de parler aux plus jeunes, de parler à d'autres femmes qui n'ont pas eu accès aux mêmes privilèges. On va dire chance, c'est pas grave, qui n'ont pas eu accès aux mêmes chances que toi et de rendre ça. J'ai vu un commentaire négatif d'ailleurs sur ça. Il y a quelqu'un qui a fait une petite bio de moi sur Facebook, sur un site. Et j'ai lu les commentaires des gens que je ne connais pas, qui disaient bravo, et puis il y a un monsieur qui dit laissez-nous tranquille, vous avez vu son parcours, elle est bien allée aux États-Unis, elle est revenue, elle a eu pourquoi donc venir dire ça si elle n'était pas allée, vraiment très négatif. Après j'ai dit voilà, c'est dommage que les gens voient ça comme ça, et parce que si c'était ça seulement, personne ne m'a fait sortir des États-Unis, j'aurais pu rester là-bas. Effectivement. J'avais une bonne vie, une très bonne vie. J'avais ma maison, ma voiture, je travaillais là-bas, c'était bien. Si j'étais restée là-bas, j'aurais monté des échelons, et puis je serais peut-être
une des cadres là-bas à la banque. Mais j'ai choisi ce chemin beaucoup plus tortueux. Et quand je vois des commentaires comme ça, je dis, ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris. C'est pas comme si on m'a dit, viens ici et tu vas avoir ta. Je suis venue ici de mon propre gré. J'ai pris mon argent, mes économies que j'ai mis dans l'entrepreneuriat, l'argent de ma retraite que j'ai utilisé pour faire. Parce qu'à la banque, quand vous quittez, ils vous donnent tout. Ils te disent, vas-y, avec l'argent que tu as accumulé pendant ta retraite. J'ai tout pris, j'ai mis dans l'entrepreneuriat, tout. Donc aujourd'hui, et ça, c'est une des choses peut-être sur lesquelles il faudrait parler, c'est qu'en tant qu'entrepreneuriat, il faut penser pas à la retraite, mais à l'après, quand on sera moins actif. Parlons-en, parce qu'on n'a pas de filet de sécurité. Voilà, c'est ce que je veux dire. Pas de retraite ni rien, on n'y pense même pas. On se dit non, quand ce coup-là va venir, je vais prendre de l'argent, je vais mettre de côté. Mais chaque jour, il y a des choses qui viennent. Il n'y a pas de filet de sécurité, on est comme ça. Une chose se passe et puis boum. On remercie Dieu que voilà, on est encore en bonne santé et que les choses se passent assez bien, mais il faut penser à ce filet de sécurité. Cette sécurité financière qu'on n'a pas, il faut y penser. Tu as raison. Moi, la première. Moi, je l'avoue, je ne l'ai pas en ce moment. Et j'étais à une conférence au Caire, comme je l'ai dit la dernière fois. Ils ont fait une masterclass pour les gens comme moi. Ils appellent ça First Time Fund Manager, c'est-à-dire les gestionnaires de fonds de première génération. Donc, des gens qui n'ont jamais géré de fonds auparavant. Et dans la masterclass, ils ont commencé aussi par nous dire que devinez, les gens comme vous, combien vous avez laissé passer en termes d'argent pour être là où vous êtes aujourd'hui, ou vous n'avez même pas encore réalisé ce premier fonds-là, et que vous êtes sur le chemin, mais vous n'êtes pas encore là-bas, et que combien vous avez laissé passer en termes de revenus. En fait, ils ont fait des études sur ça dans les pays émergents. Et aussi dans les pays développés. Donc là, les gens étaient là, ok, bon, si je travaille aujourd'hui, je gagnerai, je ne sais pas, 300 000 euros, certains disaient 200 000, donc si tu calcules ça sur les 7-8 dernières années, multiplié, c'est ça, au moins, sans les bonus et autres, parce que quand tu travailles dans la finance comme on le fait, il y a toujours des bonus, il y a des commissions et autres. Le monsieur a dit que minimum, quel que soit le pays où tu es, si tu as le profil que nous, on a aujourd'hui, c'est au moins 3 millions de dollars avant de lever ton premier fonds. Et donc, nous tous, on était là en train de se regarder. Quoi? Mais tu ne t'en rends pas compte. Et le plus important dans ça, c'est le facteur temps. Temps avec un grand T. Tous les jours qui passent et que tu n'es pas près de ton objectif, tu as perdu du temps que tu ne rattraperas plus jamais. Et quand tu penses comme ça, tu deviens beaucoup plus focus sur ce que tu fais. Et quand tu es plus focus, c'est ce qui fait que tu ne peux pas laisser les bruits, ce que j'appelle les bruits, le white noise. C'est le bruit? Les bruits autour de on toi. s'entend. Il faut enlever ça. Et quand tu es dans un pays comme le Sénégal, où culturellement, on n'aime pas ça, il y a une résistance pour que tu restes dans le bruit. Je parle un peu de manière très métaphorique. Non, on comprend très bien quand tu parles du noise. Résistance pour que tu restes dans le bruit. On ne veut pas que tu sortes, on veut que tu restes dans le bruit. Et quand tu es dans ce nous on est, parce que tu es conscient de ce que tu es en train de lâcher pour faire ce que tu fais aujourd'hui. Et tu t'en rends compte à chaque fois. Et donc tu n'as plus le luxe d'être dans le bruit. Et le bruit parfois c'est des gens, c'est des habitudes. Voilà, et ça, je pense que tant que tu n'es pas arrivé à cela, tu ne peux pas atteindre tes objectifs dans l'entrepreneuriat. Il faut laisser le bruit. Oui. Et du coup, on se retrouve, on va dire, dans un vase clos, dans un cercle très restreint, et on vit aussi dans un pays où on ne parle pas forcément d'argent. Absolument, c'est tabou. Oui, c'est tabou. Donc, on a encore plus de mal, des fois, à dire on ne s'en sort pas. Absolument. On est en train de se noyer. Absolument. Ouais. Moi, je me suis noyée pendant plusieurs années. Je dirais que c'est peut-être ces 2 dernières années où je sors. Il y a eu des temps où je faisais des opérations où je ne gagnais rien dessus. Absolument rien. Mais il fallait que je le fasse pour le track record, que je le fasse pour rassurer des gens, bla, 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 bla. J'ai fait des voyages qui coûtaient très cher, mais qu'il fallait que j'aille à cette conférence pour être là-bas, pour montrer que, voilà, on croit en ce qu'on fait,
on est dedans, voilà, et aller parler à ses pairs qui viennent d'autres pays comme nous. Mais quand on reste entre nous, là, ça commence à sortir. Ah, moi, j'ai des problèmes. Ah, financièrement, ça va pas. Ah, ceci, ah, cela. Ah, j'ai pas de retraite. Et des gens même parfois plus âgés que moi, beaucoup plus âgés, qui sont dans la cinquantaine, qui me disent « Ah, Ndeye, moi, j'ai pas de retraite. » Je dis « Hein? À 55 ans, tu es en train de me dire « Tu n'as pas de retraite. » Ouh, c'est chaud, là. C'est chaud, c'est très chaud. Ouais. C'est très, très, très chaud. Ouais. Et tu parles d'un point qui m'interpelle chaque fois. C'est qu'en tant qu'entrepreneur, on prend beaucoup de photos et beaucoup de vidéos qu'on met sur les réseaux sociaux. Oui. Parce il faut aussi qu'on montre des choses. Ouais. Et j'ai un problème avec ça. Tout le monde fait ça. Absolument. Moi y compris. On Oui. prend des photos et des vidéos. Ouais. Mais ça ne dit pas le chemin. Non. Et des fois, je pense sincèrement que nous induisons en erreur les gens qui nous observent comme ça à partir de ce prisme-là. Parce qu'ils ne voient pas les larmes, ils ne voient pas la morve, ils ne voient pas tout ça. Parce que nous aussi, on a besoin de vendre quelque chose et de montrer. Montrer qu'on a été présent à tel événement, qu'on a participé à telle conférence, rendre telle autre chose, etc. Qu'on nous prenne en photo avec X ou Y, Z. Et je n'ai pas encore trouvé, peut-être qu'il y a des études sur ça, comment on peut balancer ça. Moi, je sais que je parle beaucoup des envers. J'explique aux gens très souvent, quand j'ai dû organiser telle chose, vous avez vu telle photo, mais derrière cette photo-là, voilà ce qui s'est passé. Et je l'écris. Par contre, je n'ai pas encore trouvé. Je ne sais pas si tu trouves un moyen de contrebalancer, mais moi, je cherche réellement un moyen d'être... Parce que j'ai l'impression de ne pas être honnête quand je ne montre que la partie truc. Ouais, j'ai du mal avec ça. Donc, si tu as trouvé un juste milieu, je suis preneur d'échanges d'expérience, mais je passe beaucoup de temps à leur dire, ne vous fiez pas aux photos parce qu'il y a autre chose aussi derrière. Mais je pense que ça aussi, c'est un tabou, on dirait, dans le monde en ligne, de montrer le vrai. Et même quand les gens en parlent, on dirait que les gens ne veulent pas entendre ça. Ils veulent le rêve. Ils veulent qu'on leur vende le rêve. Ils ne veulent pas la réalité. Mais c'est pas... C'est pas du rêve. Tu es venu ici tout à l'heure. Tu as vu le temps que ça nous prend de préparer ça, de se poser. C'est pas facile. Mais je suis d'accord. Et moi, je suis toujours... et c'est pourquoi tout à l'heure, je disais, mais j'aimerais bien faire un podcast enregistré. Moi, j'ai hâte. Absolument. Parce que je pense que c'est important de parler, de dire les choses telles qu'elles sont, de dire que c'est pas glamorous. Moi, j'ai pas commencé avec 1000 francs CFA, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Faut qu'on arrête ce narratif. J'ai pas commencé avec 100 000, j'ai commencé avec des millions que j'ai investis. Voilà, c'est ça la réalité. Que tu as perdu pour la plupart. Voilà, et que j'ai perdu tout l'argent là dans toutes les aventures entrepreneuriales que j'ai faites. Mais que j'ai appris de cela. Et que je me suis levée et que je me bats tous les jours encore et que je ne vis pas de rêve. Je suis dans la réalité. Voilà, je suis dans la réalité. Et ça, je pense que c'est important maintenant de partager cela. C'est important. Et aussi, il faut que les gens sachent que l'entrepreneuriat, ce n'est pas pour tout le monde. Et ce n'est pas parce qu'on n'a pas de travail qu'on va aller faire l'entrepreneuriat et penser qu'on doit réussir. Parce qu'une fois, il y a une personne de mon secteur qui m'a dit, elle dit, mais finalement, on dirait que ceux qui réussissent sont ceux qui ont déjà mis de l'argent dans leur business et qu'ils ont besoin de plus d'accompagnement. J'ai dit, ben oui, c'est ça la réalité. Elle me dit, mais donc les gens qui n'ont rien, qui rentrent dans l'entrepreneuriat, qu'est-ce qu'ils vont faire? J'ai dit, mais je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Parce que l'entrepreneuriat, c'est pas du cadeau. Qui va venir te donner de l'argent comme ça? Tu n'as jamais géré, tu ne sais rien faire. Je lui ai dit, tu nous vois, nous, on est en train de se battre pour lever nos fonds. Pourquoi on est encore dans cela? Parce que les gens ne nous croient pas. Et on a mis notre argent, on a mis l'argent de certaines personnes qui nous ont cru. Mais jusqu'à présent, on se bat pour se faire entendre, pour avoir cette crédibilité. Donc pourquoi toi, tu vas aller faire ça pour un entrepreneur? Il faut être réaliste. Voilà, dire aux gens que j'ai commencé avec 10 000 francs, avec 100 000 francs, on doit vraiment arrêter avec ce narratif-là. C'est pas la réalité. Il y a toujours des réseaux, il y a des gens qui t'ont donné de l'argent, il y a des gens qui t'ont facilité beaucoup de choses, des accès qui t'ont ouvert des portes. Voilà, c'est ça la vérité. Pour que tu réussisses. Et il faut dire cela. Il faut arrêter de vendre ce rêve que oui, voilà, on est là et que les choses se sont passées très bien et qu'on a pu faire cela from scratch. C'est pas vrai. Il n'y a jamais from scratch. Surtout dans nos pays en Afrique. Il y a toujours des gens qui sont derrière toi, qui t'ont poussé, qui t'ont ouvert les portes, qui t'ont donné de l'argent, qui t'ont donné la voiture, qui ont payé le loyer pour toi, qui t'ont donné la dépense, qui t'ont soigné quand tu étais malade. Beaucoup de choses.
voilà, qui t'ont donné un petit contrat pour que tu puisses régler tes petits trucs pendant que tu te lèves et que tu construis ton business. C'est ça la réalité. Exactement. Et il faut le dire. Voilà, moi je suis restée des années sans aller en vacances. Des années. J'ai travaillé pendant... J'avais même oublié le concept de vacances parce que je n'avais pas ce luxe de même sortir et de dire que j'arrête tout pendant 2 mois. C'est l'année dernière que j'ai commencé. J'ai sciemment dit, OK, maintenant que je réussis ça ou pas, je prends au moins 1 mois de vacances. Mais je n'ai jamais pris 1 mois de vacances. À la limite, j'ai pris 2 semaines de vacances jusqu'à présent. Mais au moins, je suis là-bas. Je sais que dans quelques années, je prendrai mon mois de vacances. Mais je suis restée des années sans prendre des vacances. Je sais. C'est ça la réalité. Ouais. Je travaille les week-ends jusqu'à présent. Nuit et jour. Je travaille. La dernière fois, j'étais chez mes parents en train de dire, je chill. Et puis quelqu'un m'appelle qui me dit, on fait conference call là. Et il met quelqu'un avec qui je voulais parler depuis. Il me dit, tu as 1 heure pour qu'on se... Je dis, quoi, 1 heure là? Dimanche, je suis là. Je me suis levée. Je suis allée chez moi. J'ai branché l'ordi et boum, voilà, on fait le call. Je comprends ça. Donc, c'est pas aussi glamorous que les gens le pensent. C'est pas facile. En Afrique, c'est pas facile parce qu'il y a beaucoup de cailloux, il y a beaucoup de bruit. Et puis, peu de gens t'encouragent. Peu. Non. Personne. Peu de gens t'encouragent. Ouais. Donc, il faut vraiment avoir ça dans le cœur, dans le ventre. Il faut avoir ça en toi. Que vraiment c'est ça que tu veux faire. Sinon, tu lâches. Non, mais tu lâches. Tous les jours, tu vas lâcher. Ouais. Voilà. Donc, quand je vois des jeunes dire « Ouais, moi, personne ne m'a aidé. » J'ai dit hey, tu penses qui va t'aider? C'est toi-même qui t'aide. Cette force-là, tu la trouves en toi. C'est dans ton ventre-là que tu vas trouver ça. Et tu sors ça. Les gens ne croiront pas en toi. Tes proches ne croiront pas en toi. Ils sont extrêmement rares, ceux qui ont des proches qui croient en ça. Voilà. D'accord. On n'est pas en train d'invalider des expériences, mais c'est extrêmement rare qu'il y ait un proche qui... Tu vas voir des gens qui ne te sont pas proches. C'est ce réseau que tu as construit. C'est ces gens qui ont cette sympathie pour toi. C'est ces gens qui croient en toi. En règle générale, ils ne sont pas dans ton... Il n'y a pas de cercle premier familial qui va venir te mettre l'argent dedans. Ça va être toujours... Et ça, c'est paradoxal. Parce que quand tu lis Love Money, c'est pour ça que je n'aime pas les livres d'entrepreneurship et de management. Non. Ici, je dis, c'est pas Love Money. Je leur dis toujours, ici, il n'y a pas de Love Money. Il n'y a pas de Love Money? Ici, c'est, I don't know, Friends Money ou je ne sais pas quoi. Oui, mais il n'y a pas... Au début, exactement. Il n'y a pas ça. Et donc, tu vas aller chercher... Et les gens ne vont pas comprendre pourquoi ceux qui te sont proches ne te sont plus aussi proches que ça quand on reparle de cette solitude-là. Parce que quand tu as eu besoin qu'ils partagent les choses que tu fais, des fois tu leur demandes de partager. Partager, c'est ça. Ils ne vont pas le faire. Ils ne vont pas participer à construire ta notoriété. Ils ne vont pas participer à construire la réputation que tu essaies de faire. Ils ne vont pas acheter tes produits, tes services. Ils ne vont pas te recommander. Jambour yalla yi, comme on les appelle, en règle générale, c'est eux qui vont être présents pour ton propre business. Tes proches, eux, ils vont te féliciter en privé, mais c'est pas eux qui vont être vocables. Voilà. Je sais pas, qui vont dire ça très fort, partout. Et les Américains, ils ont un truc qu'ils disent que les vraies personnes qui sont tes fans, c'est les gens qui vont crier, qui vont parler de toi dans une salle où tu n'es pas. Exactement. Voilà, c'est ces gens-là. C'est ça. Et si tu comptes autour de toi, 30, 40 personnes de tes proches, entre guillemets, combien de ces gens-là, tu sais qu'ils vont parler de toi dans une pièce où tu ne seras pas? C'est exactement en positif. Ça. En disant, voici ce qu'elle fait, elle est extraordinaire, elle fait ça, ça et ça. Ils sont très peu nombreux à devoir faire ça. Nous arrivons plus ou moins à la fin. Il y a tellement de sujets que j'aurais voulu aborder. Par contre, tous les sujets de l'entrepreneuriat, j'espère sincèrement que tu reviendras les mettre dans un podcast avec des invités parce qu'il y a tellement de choses à dire. J'ai toujours voulu le faire, mais je voulais une plateforme, un système pour m'accompagner. Je le dis ici, les gens vont l'écouter et tout. C'est quand tu veux. Très sincèrement, c'est quand tu veux. Je suis contente que ça existe. Je ne savais même pas. Tu as vu? Oui. Donc, ça, je vais trouver des thèmes et des gens. Il n'y a aucun souci. Je gère tout le reste et puis on va faire ça. D'accord. Je finis toujours par 2 questions. On a défini plus ou moins ta place, même si on n'est pas allé sur... Parce qu'en tant que femme, il y a plusieurs places qu'on nous définit. C'est-à-dire, on doit cheminer pour aller trouver un travail, ce travail-ci, en particulier ces études-là en ce qui te concerne. Mais il y a un autre volet, on va attendre de toi que tu te maries, que tu aies des enfants, que tu fasses un... Est-ce que tu es entré dans le moule à un moment ou à un autre? Tu as respecté les clous ou pas? Non, j'ai respecté. Je me suis mariée très jeune. Oui, je me suis mariée à 25 ans et j'ai eu un enfant de ce mariage.
Et ce mariage, malheureusement, n'a pas duré. Oui. Je me suis remariée, ce mariage aussi n'a pas duré. Oui. Et voilà. Donc, c'est ça. C'est bon, tu es restée dans les clous. J'ai essayé de rester. Mais comme je dis, l'entrepreneuriat, c'est difficile. Et il faut avoir les bonnes personnes autour de toi. Ouais. Et ça commence par ton partenaire, ton compagnon de vie. Voilà, si il faut vraiment que cette personne soit avec toi, t'accompagne, t'épaule, sinon c'est pas possible. C'est clair. Absolument pas possible. C'est clair. Voilà. Je suis entièrement d'accord avec toi. Aujourd'hui, tu as une place. Oui. Est-ce que c'est est-ce que tu considères que tu es à ta place, à toi, celle que tu as choisie? Non, je pense que il y a toujours des choses qui restent. Je pense que je pourrais avoir plus de visibilité. J'ai toujours eu peur parce qu'il y avait, comme je l'ai dit toujours, il y avait des cailloux, beaucoup de cailloux autour de moi que j'ai nettoyés, que je nettoie encore. J'ai un ami qui utilise ces termes. Il est en train de me... Il dit il faut nettoyer les cailloux, il faut enlever. Donc, tous ces cailloux-là ont fait que c'est peut-être l'année dernière que j'ai commencé à me dire, OK, maintenant il faut que j'accepte d'être un peu plus visible, de sortir de mon cocon et de parler et d'être un peu plus, parce que je peux faire et je dois faire. Et donc, je pense que je ne suis pas encore là où je devrais être, mais ça va venir bientôt. J'ai un ami à chaque fois que j'ai ces peurs-là, parce qu'on a un retour de flamme. Oui. Et le retour de flamme que nous recevons en tant que femmes est toujours beaucoup plus violent. Oui. Les hommes peuvent faire plein de choses, être dans la finance par exemple, et avoir truandé la terre entière. Absolument. Ils n'auront aucun souci à se remettre devant les autres. On leur pardonne. Voilà. Ouais. Une femme, elle aura par exemple monté un dossier qui n'est pas passé. Tu vois, juste pour te donner un truc. Oui. Et par contre, à chaque fois qu'elle sortira quelque part, on va rappeler mon mot de fond de tel devoir là qui n'a pas fonctionné. Voilà. Ou bien de ta vie personnelle. Oui, c'est pourquoi on ne parle pas de ça. Exactement. Et c'est très, très, très violent. Ouais. Et j'ai un ami qui, il y a très longtemps, j'étais beaucoup plus jeune, qui m'avait aidée. Je crois que cette phrase-là, j'arrête pas de la répéter. Et quand il va écouter ça, il va rire encore. Il m'a dit une fois, Zobi, Sénégal, qu'on n'a plus de peau. Oui. Parce qu'on a tout le temps peur qu'on salisse notre peau. C'est comme ça qu'on dit, je fais une traduction littéraire. Oui. Zobi, Sénégal, plus personne n'a de peau. Parce que les peaux, on les a tellement salies. Il me dit, chacun maintenant met du plastique et le considère comme étant une peau. Donc vraiment, ne t'attarde plus sur le fait d'avoir peur. Parce qu'il y aura, et c'est ça le sens de ce propos-là, c'est qu'il y aura toujours quelqu'un, quelque part, qui dira quelque chose sur toi. Que ce soit fondé, que ça ne le soit pas. Par contre, ce qu'il dit de toi, le concerne lui. Ça ne te concerne pas toi. Et quand j'ai commencé à ne plus avoir à m'en faire, parce que j'ai eu des moments où il y a plein de choses qu'on a dit sur moi, c'était compliqué, c'était très compliqué, ça ne me concernait pas. J'ai décidé que ça ne me concernait pas. Si les gens veulent y croire, qu'ils y croient. Par contre, à chaque fois que je devrais démontrer ma valeur, que ce soit dans le travail, que ce soit, ce sera en ce que nous sommes en train de bâtir et pas autre chose. Et moi, ça m'a aidé. Donc, je ne sais pas en disant Sénégal, derrière tout fin dans tous les cas, Sénégal, derrière tout fin. C'est vrai. Donc, n'y a pas de plastique, là, je te donne ça à toi aussi. Je ne sais pas, peut-être que ça, voilà, c'est une très belle métaphore et elle m'aide. Et la toute dernière question de cet épisode, c'est si tu avais 20 ans aujourd'hui, qu'aurais-tu aimé savoir ou qu'aurais-tu aimé que ta version de toi sache? C'est comme tu veux, si tu avais 20 ans aujourd'hui. Si j'avais 20 ans aujourd'hui, je pense que j'aurais pris plus de risques. J'ai été une vraie Tao, ce qu'on dit Tao dans le vrai sens du terme. Trop responsable, trop jeune. Je pense que je me serais amusée peut-être un peu plus. J'ai été dans des villes, de belles villes. J'ai passé à 20 ans, j'étais à Los Angeles. Je vivais seule. Mais j'étais tellement sérieuse. C'était les études, je rentre. Les vacances, je viens à Dakar. Donc, j'ai été très sérieuse. Ou bien, j'allais voir mes amis à Paris ou autre. Mais j'étais très, très, très sérieuse. Toujours humble, toujours modeste. Mais je pense que j'aurais pris plus de risques. J'aurais été un peu moins regardante sur certaines choses. Juger moins les gens par rapport à leur choix de vie. En ce temps-là, maintenant, je ne le fais plus. Mais si j'avais 20 ans, oui, j'aurais pris plus de risques dans ma vie. Merci, Ndaye. Merci d'avoir accepté de participer à cet épisode de Conversation féminine. Merci beaucoup. Merci, Zoubida. Vraiment, ce fut un plaisir. Tout le plaisir était pour moi.
Podcast est possible grâce au soutien du peuple américain par l'intermédiaire de l'Agence des États-Unis pour le développement international, USAID. Le contenu est la responsabilité exclusive de Duco Calam et de Winrock International, selon les termes du contrat numéro 72 06 85 21 C0000 encore et 1, et ne reflète pas nécessairement les points de vue de l'USAID ou du gouvernement des États-Unis.